pour spécial débat qui reçoit pour vous Claude Molichot, un excellent confrère. Nous allons analyser le discours du chef de l'État, certains points clés du discours du chef de l'État et bien sûr quelques notions d'actualité. Ça ne manque pas en République démocratique du Congo. Nous allons commencer d'abord par vous saluer. Très heureuse de vous recevoir, Claude Molichot. Merci, Madame Paulette. C'est un plaisir pour moi, vraiment, de participer à cette émission, une grande tribune spéciale débat. C'est la première fois et non la dernière. Je vous remercie et salue également tout ce monde qui nous suit à travers le monde. Merci beaucoup. Nous allons commencer to go, parce que j'ai une intelligence avec moi, donc on ne tourne pas autour du pot. Je lis le tweet d'un confrère. La députée Jeannette Kabila exige du gouvernement le dévoilement du cahier des charges de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Nous allons directement à l'est de la République. L'armée ougandaise est déjà ici. Ça fait déjà quelques semaines, quelques jours. Et lors du discours du chef de l'État, on n'a pas senti vraiment trop de précision par rapport à l'armée ougandaise, à la présence de l'armée ougandaise ici chez nous. Claude Molichot, est-ce que vous, en tant que journaliste, est-ce que vous avez une information, vous savez le temps que l'armée ougandaise va faire en République démocratique du Congo et il fait quoi précisément, elle fait quoi précisément cette armée en RDC? Madame Paulette, vous devez savoir que nous, je ne sais pas si parce que la science a évolué, vous et moi, nous avons fait l'école du journalisme, on nous a dit que non, il y a secret défense quand on essaie un peu d'analyser certaines questions liées à la sécurité, à la défense nationale. Mais ici, au nom du principe de la redevabilité, nous devons dire aux Congolais qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'on a vu les troupes ougandaises lancer des roquettes sur notre sol avant qu'on puisse concrétiser l'accord par les deux ministres de défense des deux pays respectifs, c'est-à-dire l'Ouganda et la RDC. Récemment, c'était dans l'Ituri. Alors, nous disons, qu'est-ce qu'on veut nous cacher, qu'est-ce qu'on veut nous proposer comme formule, parce que il y a quelques mois, on a vu le chef de l'État décréter l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu pour essayer un peu de mettre fin à l'activisme des ZDF. Moi, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on a évalué l'action de l'état de siège parce qu'on était à la 13e, si pas la 14e prorogation au niveau de l'Assemblée nationale avec la loi d'habilitation. Semble-t-il c'est le gouvernement ou le chef de l'État lui-même qui va commencer à proroger. Mais il y a des questions qui sont restées sans réponse. Jusqu'à ce que même les députés originaires élus du Nord Kivu et élus de l'Ituri ont commencé à boycotter toutes les plénières liées aux prorogations de cet état de siège. Bon, en soi, l'état de siège n'était pas... la proclamation de l'état de siège n'était pas en soi mauvaise, mais il fallait voir, peser les pour et les contre. Quand les députés ont commencé à boycotter les plénières, puis ça a créé un débat, un autre débat, et finalement, ils ont été reçus par le chef de l'État. Ils ont tout dit au chef de l'État. Donc, la situation des terrains, en ce qui concerne les commandements militaires, et comment la population est traitée dans ces cadres-là. C'est un régime d'exception avec tout ce que vous savez comme conséquences sur le plan justice et sur le plan respect des droits de l'homme. Mais tout d'un coup, on voit, non, on a annoncé les opérations, la mutualisation des forces entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise, sans pour autant nous dire quelles sont les conclusions de l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu. Ça nous a... Nous sommes vraiment dans un état un peu perplexe parce que nous ne savons pas pourquoi on dit non, c'est la mutualisation, on a commencé par parler de renseignements militaires et après on dit ce sont les opérations militaires. Il y a eu d'abord 1700 éléments de l'armée ougandaise qui sont entrés, après on a ajouté 300, ça fait 2000 au-delà de 2000 aujourd'hui. Vont-ils rester pendant combien de temps? On ne sait pas. Et ils ont dit le commandement est dirigé par qui, on ne sait pas. Mais les autorités ougandaises ont dit qu'ils resteront jusqu'à l'extermination, permettez le mot, du dernier ADF sur le sol congolais. Mais vous avez suivi les derniers discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Il dit que non, il va s'impliquer pour que ça ne puisse pas perdurer. Alors, c'est des discours différents. Pendant que, je ne sais pas si le commandement est dirigé par qui, c'est par notre armée ou c'est pas par... Il y a un commandement. Mais il y a une mutualisation, donc il doit y avoir un commandement conjoint. Récemment encore, après avoir conclu un accord entre les deux ministres de défense, le ministre ougandais de la défense et le ministre congolais de la défense, le gouvernement congolais a signé un autre accord avec la MONUSCO, toujours dans le même cadre de sécurité et de défense nationale.
Que faisait la MONUSCO dans tout cela? Elle n'intervenait pas pendant qu'il y avait déjà une force de la MONUSCO qui avait l'autorité basée sur le chapitre 7, c'est-à-dire l'imposition de la paix. La brigade d'intervention qui a été montée il y a quelques années. Quelle est la suite? Donc il y a un flou artistique dans toute cette question de la sécurité, la défense de la nation. Nous avons peur que les pays ne soient pas balkanisés. Parce que Félix Tshisekedi est président de la République, il ne faudrait pas que la balkanisation arrive pendant qu'il est chef de l'État. Parce qu'on accusait toujours hier Kabila. Kabila, il veut balkaniser les pays, alors que Kabila a tout fait pour réunifier ces pays. Mais aujourd'hui, à la ligne où vont les choses, nous avons peur, nous avons des inquiétudes. Et même les députés nationaux originaires du Nord Kivu et de l'Ituri ont dit au chef de l'État de vérité en ce qui concerne les commandements militaires. Là-bas, il y a des gens qui estiment qu'il faut changer ces commandements militaires. Claude Moulich, un autre fait, c'est la mutualisation de la police. Et la police rwandaise. J'ai lu ça, je n'ai pas compris. Alors je vous pose la question. Est-ce que la police est-elle habilitée à traquer les terroristes? En fait, je ne sais pas, peut-être sous d'autres cieux. Et deuxièmement, la police, elle est nationale. C'est vrai que la mutualisation des armées, ça se fait même ailleurs. Est-ce qu'ailleurs, vous qui sortez aussi, vous lisez beaucoup, est-ce qu'il y a aussi une mutualisation des forces de police pour traquer des terroristes? Est-ce qu'il n'y a pas une section spéciale antiterroriste? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle police qui viendra? C'est une police spéciale antiterror ou c'est une police classique? La limite géographique, ça sera simplement Goma ou ça va aller ailleurs, Ituri ailleurs, puisque le terrorisme, c'est dans la zone est de la République. On n'y comprend pas trop bien cette mutualisation des forces policières. Effectivement, comme je l'ai dit, je viens de le dire, qu'il y a un flou qui nécessite une explication des autorités parce que ce sont elles qui signent des contrats, qui signent des accords avec les pays voisins, notamment l'Ouganda et bientôt le Rwanda avec la police qui cherche un peu à venir vers Goma là-bas. Bon, tout ce qu'on a vécu là, ça ne nous a pas enseigné, ça ne nous a pas donné matière à réflexion ou une leçon sur base sur les stratégies de défense de notre territoire au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que nous entreprenons des actions. Les managers disent ceci, s'il faut bien entreprendre une action, il faut avoir aussi l'esprit d'évaluer. Mais qu'on nous dise d'abord, depuis qu'on a lancé l'état de siège le 6 mai 2021, qu'est-ce que ça a produit? Quelles sont les faiblesses pour qu'on puisse aujourd'hui inviter les troupes ougandaises à venir chez nous pendant qu'on sait comment les choses se passent en Ouganda. Bien sûr, en Ouganda, il y a un débat sérieux au niveau de l'Assemblée nationale ougandaise où on est en train de réfléchir comment et pourquoi les troupes ougandaises sont venues chez nous. Mais chez nous, ici, on veut nous dire que non, c'est stratégique, on ne doit pas tout dire. On a commencé par nous dire d'abord qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de troupes ougandaises. Et après, 2 jours après, on nous dira que non, c'est la mutualisation des forces. Et après, c'est au niveau des renseignements. Bon, il y a un flou. Moi, je me dis, les ZDF, qui sont les rebelles ougandais, sont chez nous depuis plus de 20 ans. Les FDLR, qui sont les rebelles rwandais, sont chez nous aussi depuis plus de 20 ans. Depuis l'assassinat d'Abiyarimana et puis comment on a renversé le pouvoir de Lobote à Milton Obote. En Ouganda. Et Museveni est venu au pouvoir et il allé même soutenir Kagame pour qu'il soit installé au Rwanda. Et jusqu'à ce que l'AFDL a bénéficié aussi du soutien, il ne faut pas se le cacher, c'est une réalité. L'AFDL a bénéficié du soutien militaire du Rwanda et de l'Ouganda. Mais Moussé a voulu régler cette question en tant que Congolais nationaliste. Vous savez, toutes les quand conséquences. il a demandé de rentrer chez eux. Voilà, et les répercussions. C'est ça, la conséquence était la guerre du 2 août 98. Et ça nous a créé ce que nous a créé aujourd'hui avec les bandes armées, les groupes armés, les Maï-Maï. Et on a commencé à vivre des phénomènes de Maï-Maï pour essayer un peu de protéger le sol congolais. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons combien de groupes armés. Et moi, je me dis toujours, s'il faut vraiment trouver des solutions aussi rapides pour la question de l'Est, madame. C'est simple. Aujourd'hui, on nous dit que nous entretenons de bonnes relations diplomatiques avec l'Ouganda et avec le Rwanda. Mais qu'on demande aux Ougandais et aux Rwandais de construire le dialogue inter-ougandais et le dialogue inter-ougandais. Pour prendre leurs ressortissants, en fait. Tout à fait. Nous avons connu des problèmes chez nous ici. Le MLC de Jean-Pierre Bemba a bénéficié du soutien de l'Ouganda. On a dit non, c'était une formation des officiers ougandais qui venaient former les éléments
rebelles du MLC, les RCD a bénéficié de l'expertise militaire du Rwanda. Et après le dialogue intercongolais, après la conclusion de l'accord global et inclusif, le RCD est devenu un parti politique qui fonctionne normalement comme tout autre parti dans un contexte démocratique. Les MLC de Jean-Pierre Bemba est dans même l'Union sacrée aujourd'hui. Mais pourquoi pas chez eux faire la même chose, faire des dialogues inter-rwandais, inter-ougandais, inter-burundais. Parce que la communauté nationale est en train de vivre ce que nous vivons ici. Au-delà de 8 millions de morts, c'est tout un génocide au Congo. Et l'Ouganda nous doit 10 milliards de dollars qu'ils cherchent à payer par des voies détournées. La compensation est là, on vous construit des routes, on vous aide avec l'armée et tout ça. C'est une forme de compensation, Claude Molichon. Nous avons beaucoup d'experts chez nous qui peuvent nous construire des routes Kassindi, Beni, Butembo. Ils sont au Congo des spécialistes, plus que même les Ougandais, les Rwandais. Il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Voilà pourquoi nous avons exprimé notre inquiétude. Nous sommes vraiment inquiets du fait que les Ougandais viennent opérer chez nous sans pour autant savoir combien de temps vont-ils passer chez nous, qu'est-ce qu'ils vont faire et qui commande les troupes. Les opérations sont commandées par qui? On ne sait pas. Maintenant, aujourd'hui, on dit encore que ce sont les policiers rwandais qui doivent venir maintenant, avec tout ce que nous apprenons comme disposition au niveau de l'aéroport de Goma qui deviendra un aéroport. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Parce que beaucoup disent, on invente les choses, les Congolais ne lisent pas, les Congolais ne comprennent pas très bien. On dit que c'est une forme d'ouverture parce que ce sera bien pour la sous-région d'avoir un aéroport international. On m'a même donné l'exemple d'Addis Abeba qui est une plaque tournante, pardon. Avant d'aller ailleurs, quand vous prenez Ethiopian, il faut passer par Addis Abeba. Et pourquoi pas passer par Goma pour aller ailleurs? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas une compagnie aérienne, mais Rwandair dessert déjà Goma. On n'en disconvient pas, Madame Paulette. Mais voilà pourquoi j'ai dit toujours que nos autorités puissent s'entendre avec les partenaires qui sont des Ougandais ou des Rwandais pour qu'on construise un dialogue inter-rwandais et un dialogue inter-ougandais. Pour que les EDF et les FDLR puissent rentrer chez eux. Mais on avait vu il y a longtemps, il y a à peine 5, 6 ans, on a rapatrié certains FDLR au Rwanda. Ils sont revenus. Ils sont revenus au Congo. Pourquoi? Ils ne s'habituent pas là-bas, ils se sentent peut-être plus congolais. C'est ça qu'ils disent. Selon les informations de notre position, ils disent qu'ils sont en insécurité là-bas. Là-bas, chez eux. Et ici, chez nous, ils sont en sécurité chez nous plus que chez eux. C'est inconcevable. Vous vivez dans la forêt, une forêt vierge au Congo. Vous connaissez cette zone de Beni, Butembo, jusqu'à Kassini, c'est vraiment une forêt. Mais vous vous sentez à l'aise dans cette forêt que de vivre la vraie démocratie qui est au Rwanda, contribuer, participer à la vie démocratique. C'est très paradoxal. C'est paradoxal, il y a un goût sur roche. Et curieusement, nuitamment, nous constatons qu'il y a des véhicules qui quittent le Rwanda et l'Ouganda, qui viennent avec plein de gens pour occuper les terres congolaises. C'est quoi ça? Nous prenons un autre axe. Le président de la République a demandé à son gouvernement d'accélérer les réformes. C'est là dans son discours, dans son traditionnel discours de l'État de la Nation. Il a dit que c'est le gouvernement qui doit accélérer. Lui, il a la bonne volonté, il donne les directives, il est là, il tape du poing sur la table, mais lui n'est pas le gestionnaire quotidien de la République. Lui, il donne la vision, les grandes lignes, et c'est au gouvernement de travailler. Donc, il dit, c'est pas ma faute, moi je suis là, moi je parle, je dis, je fais ce qu'il faut faire, ce qu'un président doit dire, ce qu'un président doit faire. C'est au gouvernement d'appliquer ce que moi je dis. Madame, c'est ça en fait. Je comprendrais si le chef de l'État n'était pas le chef de l'exécutif au niveau national. Il n'est pas, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, le chef de l'exécutif c'est le chef de l'État. Parce qu'il préside même le conseil des ministres. Exécutif, gouvernement, c'est pas la même chose. Vous jouez sur les mots là. C'est pas tellement la même chose, il y a des nuances, Madame Paulette. Ah bon? Le chef du gouvernement c'est le Premier ministre, même s'il est accusé de ne pas être performant sur le terrain, de ne pas donner de l'eau à boire, de l'électricité, des routes, de la gratuité de l'éducation et tout au peuple congolais. Mais les chefs de l'État, quand ils président le conseil des ministres, on fait l'évaluation. Il y a des points inscrits à l'ordre du jour. Mais quand on amène un dossier qui touche à la vie de la nation au conseil des ministres, c'est-à-dire que les experts ont déjà peaufiné ces dossiers, mais c'est quelle façon de diriger? Quand le chef d'État reconnaît, il dit « je suis conscient », je paraphrase le chef d'État, je suis conscient que la situation socio-économique n'est pas reluisante. Et les Congolais ont du mal à nouer les deux bouts du mois. Mais c'est signer l'échec.
pour dire que non, il n'y a pas de forcément, c'est reconnaître, c'est limite dire qu'il y a encore du travail à faire, que serrer un peu vos ceintures, le mal était tellement profond, Kabila a détruit ce pays pendant 18 ans, ce n'est pas en 3 ans qu'on va se relever. S'il vous plaît, mais comment ça un faux fuyant? C'est la réalité. Madame Paulette, vous vous souvenez les discours du chef de l'État du 6 décembre, là où il disait que non, j'ai subi des humiliations. C'est le discours qui a fait que le chef de l'État puisse casser l'accord FCC-Cash. On accusait beaucoup Kabila d'avoir bloqué l'action du gouvernement, les FCC d'avoir bloqué l'action du gouvernement. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les warriors, entre guillemets, les soi-disant warriors qui bloquent l'action du gouvernement ou l'action du chef de l'État. Parce que le chef de l'État nous a dit c'est le peuple d'abord. Est-ce que c'est que nous voyons, c'est le peuple d'abord? Quand on donne des palissades et des jeeps aux députés, on donne des jeeps aux ministres. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Toutes les législatures ont eu des véhicules. Mais les 4x4, toutes les législatures. Vous êtes 2006. là, quand vous passez la commande de votre véhicule de l'Europe jusqu'ici, vous payez les transports, vous payez les dédouanements, et ça vous coûte très cher. Mais des gens qui sont mieux payés que les fonctionnaires de l'État, ils ont la gratuité dans les dédouanements de l'air de palissade, ils ont même du carburant gratuitement. Parce que quand on protège un ministre comme celui de Petentik, Augustin Kibassa, avec l'affaire RAM, qui n'a même pas été évoqué par les discussions de l'État, et les gens attendaient. On va en parler. C'est très fondamental, madame. Le pays n'est pas... Je ne sais pas, là je suis d'accord avec Kabounda Kabouni qui dit que la vie de Kinshasa n'est pas gérée, mais c'est au-delà de la vie de Kinshasa. Nous sommes dans quel régime aujourd'hui en RDC? Parce que si vous dites que le président... Il y a bicéphalisme au sommet de l'État. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Semi-présidentiel. Mais qui ne dit pas son nom, mais en réalité, c'est le régime parlementaire. Que dit la Constitution? Parce que la Constitution dit que le chef de l'État, c'est le chef de l'exécutif. Il préside les conseils des ministres. Et le Premier ministre est le chef du gouvernement. Vous savez? Et aujourd'hui, le Premier ministre a été piloté. Quelle politique? C'est la politique la vision du chef de l'État. Qui est centrée sur le peuple d'abord. Est-ce que nous vivons le peuple d'abord aujourd'hui? Avec tout ce qu'il nous faut. Lui-même a reconnu qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas de structure de santé. Parce qu'il a annoncé qu'il va créer prochainement 720 centres de santé et 1200 écoles. En une année? Bon, je ne sais pas s'il n'a pas échéancé, il n'a pas donné de l'échéance, il n'a pas donné la durée, mais il avait annoncé dans son discours, je l'ai suivi. C'est une façon de nous demander indirectement le deuxième mandat. Les 3 ans, non. Pour aller au deuxième mandat ou au second mandat, il faut faire d'abord l'évaluation. Mais c'est ça, A-t-on fait l'évaluation des 3 ans? Il a déjà évalué, il a dit ça. Donc il n'a pas réussi avec 2 ans de blocage du FCC et tout ça, qu'on lui accorde dans 5 ans. Quand on n'a pas réussi, il va faire tout ça. Quand on n'a pas réussi, on fait l'évaluation, on constate qu'on n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas capables de donner des réponses aux problèmes socio-économiques du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'avais proposé qu'on chasse tous ces gouvernements. Commençons par le Premier ministre. Il doit partir. Les vice-premiers ministres doivent partir, les ministres d'État doivent partir, les ministres délégués jusqu'au vice-ministre. Tout le monde doit partir. Mais on va remplacer par qui? Parce que les Congolais, c'est le système qui est là. Vous croyez que si on remplace quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas d'argent, quelqu'un qui a l'obligation de signer un contrat de performance avec les chefs de l'État. Et ceux-là n'ont pas signé. Parce qu'il ne reste que 2 ans. Ce contrat de performance, et le président réellement, vous êtes sûr vraiment que s'il y a élection libre, démocratique et transparente en 2023, le chef de l'État va gagner les élections? À la ligne où vont les choses? À la ligne où vont les choses, va-t-il gagner les élections? Moi, je me pose la question. La situation est fait que... Parce que dans ces discours sur l'état de la nation, c'est une exigence conditionnelle, bien sûr, mais on fait une sorte de bilan, Madame Paulette. Et le bilan dressé par le chef de l'État, est-il reluisant? Mais le chef de l'État a signé quand même un contrat de performance. Je sais qu'avec le gouverneur, il avait dit qu'il allait évaluer tous les 3 mois ou tous les 6 mois les gouverneurs des provinces. Je crois qu'avec ses ministres, même s'il ne dit pas... Il s'est plaint encore en ce qui concerne les crises entre les exécutifs et les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Non. Parlons des mots. Plus de 13 provinces ne sont plus gérées. S'il vous plaît, est-ce que le président se plaint ou il fait un bilan? Non. Il faut qu'on se situe. Non. Moi, j'ai pensé il établit les bilans, mais il ne se plaint pas. Madame, il dit qu'on n'a pas d'eau, il se plaint que le président s'est plaint le 6 décembre 2020, dans son discours-là de 6 minutes, je crois bien, d'avoir subi des humiliations du FCC. Il fallait créer l'union sacrée. Et le chef de l'État qui avait annoncé en 2020, fin 2020, que 2021 serait une année d'action. C'est-à-dire qu'on a y amené des actions avec les soi-disant warriors. Où est-ce qu'on en est comme résultat? Si réellement on cherche à tirer les conséquences de cette action gouvernementale, moi je pense que c'est tout le monde qui doit partir. Moi je ne suis pas un flatteur.
Parce que je me dis toujours il n'y a aucun qui fait un bon travail. C'est pas tout le monde qui deviendra chef de l'État dans ces pays. C'est pas tout le monde qui deviendra Premier ministre. Mais quand vous avez des postes de responsabilité à ce niveau, les hauts sommets du pays, et le peuple est en train de croupir dans la misère, parce que la situation ne fait que s'empirer davantage. Nous sommes en train de décortiquer les discours du chef de l'État, Madame Paulette. C'est très fondamental. Les gens sont en train de nous suivre. Un discours sans chiffres, parce qu'il pouvait nous dire que depuis que je suis au pouvoir, bon, s'il faut rentrer en janvier 2019, il a déjà passé 3 ans à la tête du pays, les taux de desserte en électricité, c'était autant de pourcents. Moi, j'ai remonté, Félix Antoine Tshisekedi, j'ai remonté à un niveau supérieur. Par exemple, c'était 5, aujourd'hui c'est 10. C'était 5, aujourd'hui c'est 8 ou 10 ou 15. Et je compte arriver d'ici la fin de mon mandat à 15 ou à 20. Il n'a pas dit ça? Il n'a pas dit des chiffres? Il n'y a pas de chiffres dans son discours. Les taux de desserte en eau potable, il a trouvé en 2019 à quel niveau? Si c'est 9 ou 8 ou 20%, moi, Félix Tshisekedi, je compte remonter à un niveau supérieur à 30 ou 40 ou 50%. Les kilomètres de routes construites, asphaltées, j'ai trouvé autant de kilomètres construites, des routes construites, mais moi, jusqu'à 2023, je compte arriver jusqu'à tel niveau. Voilà là où nous sommes. Mais ça n'a pas été fait. On dit toujours que non, pas à peu près. Non, nous voulons des précisions, des chiffres pour que les Congolais puissent savoir si nous sommes en train d'avancer ou on est en train de stagner ou on recule. Mais nous constatons qu'on recule. Parce que le taux de dollar aujourd'hui. C'est à combien? Ça fait tellement longtemps que j'ai changé de dollar. Et si vous allez au marché, vous êtes une maman, mère de famille, vous allez tout le temps au marché. Non, j'y vais plus, j'ai mal à la tête. C'est ma fille qui va. Voilà. J'y vais plus. Même votre fille vous fait je ne veux pas craquer. Votre fille vous fait les rapports. Je lui demande de même pas de faire un rapport. S'il faut prendre peut-être, je ne sais pas moi, un verre ou soit un sacombi, un gobelet de riz. En 2019, c'était combien? Ça revenait à combien? Aujourd'hui, c'est à combien? On a constaté sur tous les plans que les prix ont été revus à la hausse. Coucou à toi, Jade Lofoli. Je sais que je te donne des mots de tête sur ça. Mais alors, nous prenons le temps. Nous disons, il faut être sincère vis-à-vis du chef de l'État. Le temps ne permet jamais ce qui se fait sans lui ni contre lui. S'il ne tient pas compte du temps, il va se retrouver en 2020, fin 2022, 2023. Mais pourquoi il n'a pas parlé de RAM? Et pourtant, beaucoup de gens s'y attendaient, beaucoup de gens espéraient que RAM serait carrément mis de côté parce que les deux commissions, le Sénat et l'Assemblée nationale, ont carrément dit que vraiment que ça se retrouve dans nos cas. Et pire encore, au niveau du Sénat, on a parlé de l'arbitraire. Voilà, donc, mais pourquoi il n'a pas mis l'accent? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'assez... Non, je ne sais pas. Et on nous a dit aujourd'hui que cet argent est mis quelque part, je crois. Il y a une partie qui part vers une société privée. Aujourd'hui, il y a quand même des vérités qui sortent par rapport à ça. C'est cela le peuple d'abord. C'est cela le peuple d'abord. Mais vous estimez pourquoi le chef, on n'en a pas parlé de RAM? Je ne suis pas dans les secrets du chef. Mais les gens attendaient une précision. Oui, mais les parce que... Attendez cette précision-là. Oui, parce qu'au niveau de la commission COFIN de l'Assemblée nationale, on a dit que non, il n'y a pas de traçabilité. Exactement. On ne voit pas dans le budget de l'État l'argent généré par la soi-disant taxe RAM. Et au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, la commission économique présidée par le Bounabandi, qui est vice-président de cette commission, dit que c'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. Et aujourd'hui, selon nos informations, Madame Paulette, l'argent généré par la soi-disant taxe RAM, c'était 218 millions de dollars américains il y a quelques mois. C'est passé à 300 et quelques millions déjà? Oui. Maintenant, aujourd'hui, selon certaines informations au niveau de l'ARPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, c'est au-delà de 500 millions. Waouh! Oui, 500 millions. Mais quand vous avez 500 millions de réserves, avec 4 milliards, c'est un demi-milliard de dollars. Avec 4 milliards de réserves à la Banque centrale, mais le peuple est en train de souffrir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais ça, je ne sais pas s'il faut calculer ça. Je ne sais pas. D'ailleurs, le député Claudel Oubaya demande carrément qu'on rembourse. On va rembourser ça comment? Mais par quel mécanisme? Par quel mécanisme on va rembourser cet argent? C'est de l'argent perdu. Quand on parle de l'escroquerie, c'est ça. Mais on parle de l'arbitraire au niveau de la commission ECOFIN. Un autre fait aussi, Claude Molichot, le président n'a pas fait allusion au Congo Hold-up. Et pourtant, c'était vraiment une occasion, moi je dis peut-être une occasion en or pour fustiger la corruption, dire voilà quoi. Mais pourquoi il a alors qu'il a salué l'action de l'IGF, que non, il va relancer les juges de la Cour des comptes, vont prêter serment pour essayer un peu de donner un coup de pouce à l'action faite entreprise par l'IGF. Mais je ne sais pas pourquoi.
Parce que Congo LDEP, nous on disait que c'était quelque chose de boutiqué par les multinationales de l'extérieur pour en vouloir à M. Kabila ou à certaines personnes. Heureusement, l'IGF a produit une interview avec nos confrères de RFI pour dire que non, Kabila n'est pour rien, même Égal dont on disait que non, il n'est pour rien. Ça lui a créé quand même quelques petits soucis, hein, le journaliste. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme. Que même d'aujourd'hui semble nier. Aujourd'hui, alors qu'il était vraiment un avant-gardiste sur cette question-là. Mais vous êtes un journaliste vraiment très intéressé par des questions d'actualité chez nous. Vous avez suivi l'interview réalisée par les DG de BG Fibank avec notre confrère Jean-Marie Kassamba. Comment il a expliqué la façon dont cette banque est dirigée. Ils ont des principes. Mais aujourd'hui, nous, quand on a produit les premiers jours qu'on nous a lancé les rapports Congo Hold Up, on a mis la photo de Kabila. Et que Kabila aurait détourné 138 millions. Kabila, on a dit que c'était faux. Kabila, c'est un patriote. Kabila, c'est un nationaliste. Il aime son pays. Kabila a laissé 1,5 milliard. Kabila a construit ce pays. Il a trouvé ce pays divisé, émietté. Kabila a reconstruit ce pays. Kabila a tout fait pour qu'on puisse réussir les dialogues intercongolais. Que les Rwandais, que les Ougandais sont incapables de construire aujourd'hui pour ramener la paix chez eux. Les EDF, ce ne sont pas des Congolais. Les FDLR, ce ne sont pas des Congolais. Les FDLR sont des Rwandais, les EDF sont des Ougandais. Ils doivent rentrer chez eux. Comment vont-ils se sentir en insécurité chez eux qu'ils préfèrent rester chez nous en train d'égorger nos frères et sœurs? Mais quand même, le chef de l'État a quand même mis l'accent sur ces déplacements parce que beaucoup de choses ont été dites par rapport à ces nombreux déplacements à l'extérieur du pays. Bon, il a dit que ça a permis d'améliorer l'image de la République démocratique du Congo, une certaine ouverture diplomatique. Il y a aujourd'hui la reconnaissance. Le Congo, aujourd'hui, la RDC est en train de renaître dans le concert des nations. Voilà, même Mendel a dit, il a comment on dit, approuvé cela, parce que lui, il a été le ministre de la Communication de Joseph Kabila, il a su comment on était indexé sur le plan international. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose que la RDC soit, voilà, qu'on parle partout de la RDC. J'ai même suivi, on a dit que non, il y a de ces pays-là, de l'Océanie, qui cherchent à accréditer leurs diplomates ici chez nous. Mais vous êtes là au pouvoir pour qui? Pas pour les gens de l'Océanie ou de l'Europe ou de l'Amérique. Non, vous êtes là au pouvoir pour le peuple d'abord. Que demande le peuple? Peuple, azo senga nini? Peuple, mais senga inki? Peuple, anatafuta nini? Le peuple cherche à manger, à faire étudier les enfants, à se faire soigner, à avoir de l'électricité, à avoir de l'eau potable. Mais quand vous reconnaissez que vous êtes conscient qu'il n'y a même pas moyen de nouer les 2 bouts du mois avec le salaire d'un fonctionnaire, mais c'est déjà un échec. Il faut tirer maintenant toutes les conséquences, parce qu'il ne reste que 2 ans. Parce que les gens disent que non, le président Félix, son 2e mandat, il va construire maintenant le pays, ça c'est du gâchis. Non, il ne faut pas réfléchir de cette façon-là. On doit demander le suffrage du peuple souverain. Et avec cette souffrance du peuple souverain, le peuple est en train de souffrir. À Kinshasa, où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Regardez un peu, vous êtes à Kinshasa, vous avez votre véhicule, mais vous ne savez pas où passer. Croisement, Kapela, Kimwenza. À Yolo, on est en train d'arranger, non? Oh, on n'arrange pas. On n'arrange pas? On arrange vers avec de l'université au niveau du rond-point, rond-point Yolo médical. Mais croisement Kimwenza Kapela, c'est vraiment un petit lac qui se constitue là-bas, qui se forme là-bas. Donc, abandon total. On a creusé 3 trous et c'est abandonné. On a parlé Tongo midi, pourquoi matin, midi, soir, il n'y a pas de changement, madame. Ok, nous prenons... C'est pas seulement à cet endroit-là. Quand il plaît à Kinshasa, vous-même vous vivez, il n'y a plus de passage, des inondations. Même sur le boulevard du 30 juin, plein d'inondations. C'est encore Kabila qui vous bloque pour bien travailler. Voilà, c'est encore l'FCC qui vous bloque. Nous prenons le dossier de la CENI. Le chef de l'État a dit et a demandé promptement à l'opposition d'envoyer ses délégués à la CENI. Et je sais que
l'opposition tarde un peu les pieds, mais Constant Moutamba s'est levé aussi pour dire que non, il est prêt à envoyer ces gens à la CENI. Mais la politique de la chaise vide, vous le savez, ne paye pas. Donc il faut, le train est déjà en marche, le chef de l'État, on a déjà adoubé Denis Kadima, le chef de l'État est allé le voir, les ambassadeurs y sont allés. Donc les trains déjà en marche, la CENI commence à travailler et le chef l'a dit lors de son discours, qu'il neige, qu'il vente, avec ou sans machine à voter, les élections, c'est en 2023. Donc, l'opposition. Vous attendez quoi pour envoyer vos gens? On n'a pas encore adoubé Denis Kadima. Oh, les faits sont là, le chef l'a dit. Lundi, le 13 décembre 2021, il y a un sit-in de la Mouka devant la CENI. La manif a été dispersée par la police. On n'a pas encore adoubé. Ce n'est pas parce qu'il reçoit les ambassadeurs que non, c'est un cachet ou soit un crédit qu'on donne à ces bureaux. Non. Vous parlez de Constant Moutamba. En quelle qualité Constant Moutamba peut-il donner, déléguer ou désigner les délégués au niveau des bureaux CENI? Non. L'FCC aujourd'hui dans l'opposition est incarné par Kabila, Joseph Kabila Kabang, qui a mis en place une cellule de crise pilotée par Raymond Tshibanda Tunga Moulongo. Et il y a des rapports qui se font, il y a des réunions qui se tiennent par rapport à cette question. Récemment, le FCC a produit un communiqué pour dire que personne, le FCC n'a désigné personne comme délégué au bureau de la CENI. Mais Constant Moutamba, s'il est péché comme on a péché les gens lorsqu'on a créé l'Union sucrée, bon, c'est son droit, parce qu'il y a un député national qui a haussé le ton pour dire qu'il a reçu 15 000 $ pour quitter le FCC et adhérer à l'Union sucrée. C'est son choix. On peut recevoir 15 000 $, on quitte le FCC. Qui a reçu 15 000? C'est Molière qui avait déclaré au fort que lui, il avait reçu 15 000 $ pour quitter le FCC et adhérer à l'Union sacrée. Et il a lui-même dit, il a le kilo de dire qu'il a eu un bon match, on approche pas, et ça, c'est famille. Il est libre. Dans la démocratie, on ne peut pas ménoter les gens. Mais Constant Moutamba a-t-il qualité de désigner des gens pour les comptes du FCC? Il y a quand même des courants. Si on veut déboucher, comme on a compris, il y a des débouchages. Il n'y a pas de dictature au sein du FCC tout de même. Les gens sont libres de s'exprimer. Mais il y a des gens... Voilà la question qui revient toujours lorsque les 8 chefs de conflits religieux se retrouvaient pour désigner un candidat président de la CENI. Est-ce que Dodo Kamba avait-il qualité de désigner ou de transmettre les PV au bureau de l'Assemblée nationale? Il n'avait pas cette qualité-là. Mais comme nous sommes dans les Kiboudi, tout le monde peut se lever un matin chez lui et dire que non, moi, Constant Moutamba, allez, je désigne, je délègue les gens. Parce qu'il a été débauché. Non! Il y a dans chaque famille politique, il y a des gens habilités à agir au nom de cette famille politique. Ce n'est pas dans un marché. Non, comme à l'Union sacrée. Un truc qui n'a ni texte, ni statut, ni acte constitutif, là, les gens peuvent faire ce qu'ils peuvent faire là-bas. Ce n'est pas comme dans toutes les autres partis politiques. Nous y restons quand même par rapport à l'Union africaine. Le chef de l'État a dit, c'est quand même positif son bilan à la tête de l'Union africaine. D'ici le mois de février, je crois qu'il va laisser sa place à un autre chef d'État. À Macky Sall. À Macky Sall, du Sénégal déjà. Donc pour vous qui êtes journaliste, quel a été le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine? Qu'est-ce que ça a apporté pratiquement à la République démocratique? On va parler du bilan de la RDC à la tête de l'Union africaine, mais vous avez suivi d'abord votre information, les discours de Macky Sall. Lorsqu'on a tenu le sommet Union européenne Afrique à Dakar récemment, qu'il attend ces fonctions-là du président de l'Union africaine, qu'il va gérer avec beaucoup plus de responsabilités. Je souligne beaucoup plus de responsabilités sur la situation qui prévaut en Afrique, notamment au Mali, en Guinée, au Tchad, et dans d'autres pays de la région. Même la crise congolaise, elle a dit, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les discours, l'interview, il avait accordé à nos confrères de France 24 et RFI, c'était une dame avec un monsieur, et il a dit avec beaucoup plus de responsabilité. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes à la tête de l'Union africaine. C'est pendant cette mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine qu'on a assisté au coup d'État au Mali, en Guinée, au Tchad, où on a vu même le président français avec le président de l'Union africaine se déplacer pour aller participer à l'investiture du fils d'Idriss Déby Itno.
Pendant qu'il y a une résolution qui a été votée à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, selon laquelle on ne peut plus accepter des régimes issus des coups d'État en Afrique. C'est clair, c'est noir sur blanc. Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, vous êtes un journaliste que j'apprécie beaucoup, Madame Paulette. Regardez un peu la gestion de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comment elle agit face aux différentes crises de cette région-là, par rapport aux autres organisations sous-régionales. La CEDEAO est très active. La CEDEAO. C'est dans ce sens-là que le président Macky Sall avait dit qu'il va prendre ses responsabilités à partir du mois de février 2022, quand le Sénégal va présider à la tête de l'Union africaine. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez suivi la réaction de la junte militaire en Guinée, à Conakry, lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Le président de l'Union africaine a donné sa position. Vous avez suivi cette réplique-là de la junte militaire. Vous avez suivi la situation au Mali. Vous avez suivi la situation au Tchad. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Peut-on tirer... Et puis vous dites que non, c'est un bilan positif. Non. D'abord chez nous, au niveau de la région des Grands Lacs, l'insécurité. Ça pouvait être une raison de plus pour dire que nous sommes la tête. Le chef de l'État a quand même parlé longuement. Il y a eu des conférences. Il a rendu visite au président rwandais, burundais, ougandais pour essayer de trouver une solution. Puisqu'il dit cet isolement, du Congo... la masculinité positive qui s'est tenue ici. Par rapport vous savez que le Sénégal n'est même pas à la tête de l'Union africaine. L'Union européenne vient de tenir un grand forum, là-bas, un grand sommet à Dakar. Où l'Union européenne est descendue, ça pouvait se tenir même à Kinshasa. Mais la masculinité positive, là, c'est un atelier. Nous n'avons plus besoin d'atelier. Nous avons besoin d'agir pour le bien des peuples africains. Est-ce que vous avez des informations par rapport au Jeu de la francophonie qui doivent se tenir en 2022? Comment ça se passe? Aux dernières nouvelles. Oui, aux dernières nouvelles, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai ouï dire qu'on voudrait délocaliser ça. Non, c'est sûr que c'est le Rwanda qui a récupéré l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Mais ce n'est pas encore officiel, mais j'ai ouï dire que... Je vous dis, c'est le Rwanda qui a récupéré l'organisation du 9e Jeu de la francophonie. Et nous, on a loupé. Tout ce qu'on a mis comme tôle ou comme au stade de 20 mai, au stade Tata Raphaël, là, c'est rien. On a même changé même les comités, il y a un nouveau comité chargé d'organiser les 9e Jeux de la francophonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des tournements ou quoi? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Quand on dit qu'il y a des problèmes de gestion dans le pays, c'est réel. Voilà pourquoi j'insiste encore, je reviens sur cela, il faut chasser tous ces gouvernements-là. Ok. À partir du Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué, vice-ministre, tout ce monde doit partir, qu'on mette d'autres personnes qui sont capables de donner des solutions aux problèmes socio-économiques de la population. La population a qu'à souffrir dans le Bartana Lingala. Il n'y a rien. Rien qui marche. Dites-moi, Madame Paulette, quel est ce secteur de la vie nationale qui marche aujourd'hui? Et en Afrique, dans notre mandature de l'Union africaine, et même au Congo, quel est ce secteur qui marche? Nous allons quand même terminer par une note positive. C'est quand même sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi que la rumba congolaise a été reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est quand même quelque chose qui restera dans les annales de l'histoire. Non, les dossiers n'ont pas été peaufinés. Le dossier a été peaufiné depuis 2013. Bondi Makape Moninga, il a apporté quand même son appui. Le ministre de la Culture s'est battu. Non, ce n'est pas une œuvre de la ministre de la Culture qui ne comprend. C'est Maker Mouang qui a commencé avec ces dossiers. Maker Mouang était ministre de l'EPSP et Initiation à la nouvelle citoyenneté à l'époque. Maker Mouang qui a intéressé nos frères de Congo-Brazzaville, on a mutualisé les énergies. Nous, pour mutualiser, ça va pas commencer maintenant. C'est le concept maintenant en vogue. Vraiment, mutualisation. On a introduit à l'UNESCO, les dossiers à l'UNESCO, ça a été étudié. Depuis 2013-2015, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Il ne faut pas dire que non, pas comme les ministres avaient dit, félicitations à la diplomatie culturelle. Diplomatie économique et culturelle est sous. Il y a chef de l'État. Non, le dossier a été peaufiné depuis Maker Mouang, qui est député national aujourd'hui. Et c'est de l'histoire. Nous disons que ça a abouti aujourd'hui avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. Bravo. Mais il faut être conscient, il faut être rationnel, il faut être responsable, il faut dire la vérité au peuple que le dossier a été
pour finir depuis 2013. Ok, nous allons sortir un tout petit peu, nous allons parler un peu de foot. Moi j'aime bien, parce que je suis une amoureuse du foot, du ballon rond. Toutes les chances à notre équipe pour Qatar 2022. Est-ce que les Léopards ont une chance pour Qatar 2022? C'est une question parce que les matchs de barrage se jouent au mois de mars. Aïe. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui commence au mois de janvier. C'est au Cameroun, non? Mais, oui, au Cameroun. C'est au Cameroun. Le Cameroun qui avait rapporté suite à l'organisation. Maintenant, le Cameroun est prêt avec tous les stades vraiment modernes. Félicitations aux Camerounais. Mais nous, je ne sais pas, parce qu'on a projeté aussi en 2028 l'organisation de la CAN chez nous ici à RDC. Et on a commencé la politique de construire des stades municipaux. À Kinshasa, il y a peut-être dans des communes, différentes communes comme Barumbu, Bandalungwa, Delvaux, il y a des stades municipaux, communes de Kinshasa. Mais on ne voit pas cet engouement, on ne voit pas cette dynamique se poursuivre. Bon, dans les programmes du gouvernement, il y a aussi, j'ai appris que dans le budget aussi, on a réservé une part de construction de stades dans chaque territoire, un stade municipal. C'est une bonne chose pour projeter l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2028 ou c'est pas 2030. Mais aujourd'hui, nous devons miser sur la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce que nous serons capables? Parce qu'il faut voir des pays qui sont restés en liste, en course, après l'élimination du Bénin, parce qu'on a joué les derniers matchs du groupe. Bien sûr, on n'est pas qualifié pour la phase finale, mais nous devons gagner les matchs de barrage. Avec les équipes maghrébines comme l'Algérie, le Maroc, je ne sais pas si nous parviendrons. Même les équipes ouest-africaines, ce sont des équipes aguerries sur le plan compétition. Il n'y a plus de petites équipes. Et aujourd'hui, avec cette désorganisation de notre pays, il y a d'abord un conflit, pour votre information, entre la FECOFA et les sélectionneurs nationaux Cooper sur l'endroit où les 11 nationales, ou soit les joueurs de l'équipe nationale de football vont s'entraîner, vont préparer leur match de barrage du mois de mars prochain. Il y a les uns qui disent que non, on doit aller en Égypte parce que c'est aussi le désert. D'autres qui disent qu'il faut aller à Qatar et c'est aussi le désert. Mais jusqu'à présent, les intérêts sont un peu divergents entre les deux camps. Et son prédécesseur, il a déjà reçu sa pécule parce qu'il a porté plainte contre la FECA. Si nous sommes réellement dans un état de droit, pourquoi je prends l'exemple même les warriors qui sont là. Les gouvernements Ilungelun Kamba, ils sont partis, mais il n'y a pas d'indemnité de sortie jusqu'à aujourd'hui. On a fait des sit-ins au bâtiment du gouvernement sur le Royal, là-bas. Il n'y a pas toujours de solution. Les cabinets de Mabunda, les agents ont fait des sit-ins chez Mboss, citoyens Mboss là-bas. Il n'y a pas de résolution. Donc il n'y a plus de droits dans ces pays. On a travaillé, les textes légaux disent qu'on a droit à 6 mois d'indemnité de sortie. On leur donne, c'est leur droit. Et l'élection, et aujourd'hui, les pays. Moi, la question fondamentale, c'est de savoir quel est le secteur de la vie nationale qui marche aujourd'hui. Même le sport. Ça ne marchait pas. Restons au Cameroun, l'élection de Samuel Eto'o, qu'est-ce que vous en dites? Bonne chose pour le foot camerounais et le foot africain en général? C'est une leçon aussi pour les grands footballeurs comme les Chabani Nonda, les jeunes Kabongo. Il est où les jeunes Kabongo? Il est à la FECOFA maintenant. C'est un comité intérimaire où on reporte toujours les élections. Je ne sais pas pourquoi. Le comité intérimaire là ne veut pas quitter. Pour vous, quel joueur congolais peut succéder à... peut être président de la FECOFA? Oui, la FECOFA. Oui. Moi, je pense Chabani Nonda ou... Félicitations d'abord à Eugène Kabongo qui nous a permis qu'on puisse avoir la loi sportive, même s'il y a à boire et à manger dans cette loi-là. Il y a des articles et dispositions qui sont un peu floues, dont on ne sait pas interpréter. C'était mes joueurs à l'époque de Léopard vers les années 88. La belle époque, Santos Moutoubile, Jean Kabongo, et sans pour autant citer les Kidoumou, les Kakoko, les autres qui ont fait la fierté de ces grands pays avec les années 74 avec la Coupe d'Afrique des Nations, Moseka, on a battu les Zambiens. Bon, aujourd'hui, moi je pense que... ils sont nombreux, les Congolais, qui sont passionnés sur la gestion. Parce que la FECOFA, c'est l'organe qui doit gérer le football au niveau national. Et il y a Chabani Nonda que j'ai cité. Il y a aussi... il y en a beaucoup. Hein, et les joueurs là, les noms m'échappent, qui viennent souvent ici, qui essaient un peu de
de soutenir un peu les jeunes qui... Ah, je vois, mais... Oui, c'est un jeune garçon là qui vient souvent en Europe. Alors, le nom, son nom est... Trésor Loi. Trésor Loi. Ah, ok. Et il y a un jeune Kabongo lui-même. C'est un ancien député national. Il peut avoir... Est-ce que pour terminer, est-ce que les anciens joueurs, une question générale, est-ce que les anciens joueurs seront-ils des bons gestionnaires de leur, comment on appelle, de leur association de foot? Comme Samuel Eto'o serait-il un bon gestionnaire de la FECAFOOT ou les autres? Bon, est-ce que ça va de soi? Est-ce que ça va de soi? Il y a des gens qui viennent à la FECOFA pour s'enrichir parce que la FECOFA, c'est un centre d'affaires. Même chez nous, hein, le foot, c'est l'argent. Hein. Oui, le foot, c'est l'argent aujourd'hui. Mais moi, j'estime que des joueurs qui ont eu à prester en Europe comme professionnels, ils ont un peu de moyens. Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il a gagné? Moi, j'ai l'impression qu'il aura même tout à perdre avec être à la tête de la fédération camerounaise. Il va porter un plus. C'est l'amour de son pays. Okay. L'amour de son pays et sa notoriété doit être mise en jeu parce qu'il ne vient pas là pour dire que non. Parce que c'est un mandat. On n'est pas président de la FECAFOOT éternellement à vie. Comme chez nous. Hein? Comme chez nous, le FECOFA, c'est Batouadara, tout libéla. Non, Balingi Golongwate. Alors que c'est un mandat. Donc, il faut savoir partir, quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Et nous disons, ce sont les textes qui permettent à ce que l'équipe ou les comités en place puissent bien gérer. Quand on ne respecte pas les textes, par exemple, on vous dit que non, il faut aller aux élections. Vous avez un mandat de 4 ans. Vous ne voulez pas organiser les élections. Si vous voulez organiser les élections, vous appelez vos gens qui sont à l'intérieur là, des 26 provinces. Vous verrouillez les textes. Vous dites que non, il n'y a que lui qui veut passer. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous disons que la démocratie doit respirer chez nous, sur tous les plans. Merci beaucoup, Claude Molich. En tout cas, ça a été un plaisir de débattre avec vous. Merci, madame. Pour moi, c'est toujours un plaisir de connaître les pensées des autres. Je laisse le temps à mon invité de s'exprimer, de donner sa pensée, sa version des faits. Vous avez suivi Claude Molichot. En tout cas, merci. Merci, et madame, la porte vous est vraiment ouverte. Partagé. Je vous remercie beaucoup, sincèrement. Vraiment. Je remercie ceux qui nous ont suivis. Je suis disponible chaque fois que vous aurez besoin de moi. Pour la République. Pour la République. Je ne manquerai pas de répondre à vous. Pius Romain Roland, merci. Toujours disponible pour la République. Je salue également mon ami Pius Romain Roland. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous pour votre fidélité. Et prenez rendez-vous prochainement. Et nous allons revenir si Dieu nous prête vie. Inch'Allah. Au revoir.